Bonjour à tous. Mon nom est Maîtrane de la coopérative L'Escabeau. Aujourd'hui, j'aurai la chance d'agir à titre de maître de cérémonie pour être à vos côtés pendant le webinaire. J'ai aussi la chance d'avoir à mes côtés deux collègues, soit Françoise Durand-Lot qui va me soutenir dans l'animation et Jocelyn Garneau qui sera notre interlocuteur dans le clavardage. La durée du webinaire sera d'environ 75 minutes. Pendant cette période, nous allons discuter d'aménagement d'espace favorisant le loisir culturel avec trois nouveaux angles de vue à utiliser dans vos communautés, soit les musées à ciel ouvert, les terrains d'éveil culturel et troisièmement, les zones de pratique libre. Donc, merci de votre présence ce matin. Vous êtes une trentaine de participants en ligne. On a plus de 70 personnes issues principalement du territoire de la Chaudière-Appalaches qui se sont inscrits. Bonjour, bienvenue à tous. Ce projet qui vise à mettre en valeur le loisir culturel dans les parcs, les cours d'école, c'est une idée de l'URLSCA, l'Unité régionale de loisirs et sports de la Chaudière-Appalaches. Donc, le projet a été initié en 2021 par l'équipe qui était en place. Nos salutations à Marie-Claude Lemieux et à Angie Letourneau, agentes de développement qui ont toutes deux travaillé à la mise en œuvre du projet. La coopérative de travail L'Escabeau, dont je fais partie, a été mandatée pour réaliser la recherche et l'élaboration des 5 fiches thématiques pour mettre en valeur le loisir culturel. Donc, pour diffuser le contenu de ces 5 fiches, c'est la formule des 2 webinaires qui a été retenue. Un autre partenaire important digne de mention est le ministère de la Culture et des Communications, qui nous soutient financièrement dans le cadre du projet d'aide au projet, qui vise notamment à augmenter l'accessibilité aux loisirs culturels. Donc, ce webinaire s'adresse en particulier à tous les acteurs scolaires et municipaux. Les outils qui vous seront présentés tendent à vous soutenir dans l'aménagement ou la transformation de vos espaces verts ou vos cours d'école afin de les rendre plus favorables à la pratique d'activités culturelles. Donc, je vous présente les objectifs de la rencontre pour aujourd'hui. Dans un premier temps, c'est de stimuler votre intérêt pour l'aménagement d'espaces favorisant le loisir culturel dans les cours d'école, les parcs et les espaces verts, de partager des connaissances, des trucs, des astuces relatives à l'aménagement d'espaces favorisant le loisir culturel, de vous permettre de découvrir des approches exemplaires ou des expériences qui pourraient vous inspirer, on le souhaite, et finalement vous inviter à passer à l'action en utilisant divers outils ou ressources mises à votre disposition. Lors du premier webinaire, on a défini le contexte dans lequel s'inscrivait ce projet. On a aussi présenté la définition du loisir culturel qui a été retenue par les auteurs des fiches. On a parlé des principes d'aménagement généraux à respecter. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, nous vous invitons à aller visionner le webinaire 1 en rediffusion pour justement vous familiariser avec ces concepts. Pour le deuxième webinaire, on va aller un petit peu plus loin et ces divers éléments ne sont pas nécessairement repris. Par contre, nous allons insister sur différentes questions à se poser avant de démarrer un projet visant la mise en valeur du loisir culturel. Par conséquent, aujourd'hui, les fiches 3, 4 et 5 feront l'objet de discussion. Le contenu de chacune des fiches vous sera présenté et enrichi lors d'un échange avec un invité ayant mené un projet d'aménagement dans sa communauté. Ainsi, M. Garon, Mme Lalumière et Mme Malenfant ont gentiment accepté notre invitation et participeront aux échanges un petit peu plus tard. Vous aurez bien sûr l'occasion de leur poser vos questions ou de réagir à ce que vous aurez entendu après la présentation des 3 fiches par l'entremise du clavardage. Donc, retenez vos questions, vos commentaires, notez-les et vous allez avoir l'occasion de les adresser. Nous garderons quelques minutes pour conclure en vous rappelant notamment où trouver les outils pertinents. Donc, démarrons dès maintenant. Françoise, pour nous mettre en appétit, pourrais-tu nous présenter les principales questions auxquelles il faut trouver réponse
avant de se lancer dans un projet d'aménagement de loisirs culturels? Bien sûr, Maë. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer par vous présenter la définition du loisir culturel sans répéter tout ce qui a été dit au premier webinaire, là, comme tu le disais tantôt. Alors, cette définition-là, c'est le loisir culturel est un ensemble d'activités ou de projets artistiques patrimoniaux qui vont être réalisés dans le temps libre d'obligation et c'est un choix, donc par choix. La pratique des activités est libre ou organisée, impressive ou expressive. Elle développe la créativité et l'ouverture d'esprit et contribue au développement personnel et collectif de façon générale. Donc ça met le cadre, ça place le cadre. Et maintenant, quand on veut aménager, dans le fond, un espace culturel ou favoriser la pratique d'un loisir culturel, voici les questions qu'on pense qui devraient être mises de l'avant pour permettre d'orienter le projet correctement. Donc, la première chose, c'est pourquoi. Pourquoi on fait un projet de loisir culturel? Pour bien planifier votre projet, il faudra vous demander quels sont vos buts. Pour qui vous faites ça? Quelles sont les clientèles qui vont être visées? Est-ce qu'il y en aura juste une? Est-ce qu'il y en aura plusieurs? Et qu'est-ce que c'est les caractéristiques de ces clientèles-là? C'est des jeunes, c'est des personnes plus âgées. Donc, vous avez, se demander qui sont les clientèles visées. Ensuite, les champs disciplinaires qui pourraient être visés. Est-ce qu'on vise plus les arts de la scène? Est-ce qu'on vise le cirque? Est-ce qu'on vise la lecture? Donc, selon la réponse à cette question-là, l'aménagement va être conséquent. Vous voulez aussi vous demander, est-ce que le loisir va être impressif? Donc, les gens vont être des spectateurs et regarder une prestation ou va être expressif. Dans ce cas-là, les gens vont être des acteurs, ils vont faire de la création, ils vont expérimenter des choses. Donc, selon encore là la réponse, l'aménagement sera différent. Et on a, dans la colonne de droite, mis quelques exemples qui peuvent vous alimenter dans le pourquoi. Donc, peut-être vous voudrez faire vivre des expériences aux clientèles visées. Peut-être vous voulez enrichir la communauté en proposant des nouvelles formes de loisirs. Peut-être vous allez vouloir développer des intérêts pour le loisir culturel, permettre un engagement des participants ou des organisateurs qui peuvent être la ville, qui peuvent être l'école. Favoriser des liens sociaux entre les gens pourrait être un autre objectif. Faire émerger des talents en suggérant des opportunités. Lutter contre la dévitalisation en créant des centres d'intérêt qui vont être près des commerces de votre municipalité. Favoriser l'expression de soi. Donc, c'est autant d'objectifs que vous pourrez identifier. Voyez quels sont les vôtres, dans le fond, et essayez de voir que les retombées soient autant visibles pour les personnes que pour l'ensemble de la communauté qui est visée aussi. Alors, une fois que les réponses à ces questions-là sont trouvées, la réflexion se poursuit avec d'autres éléments. Le choix du lieu, par exemple. Donc, le choix du lieu, est-ce que vous avez identifié un lieu? Et dans ce lieu-là, vous devriez regarder quelle est la configuration de ce lieu-là. Est-ce qu'il y a des éléments naturels? Est-ce qu'il y a de la verdure? Est-ce qu'il y a des contraintes aussi, des choses qu'il va falloir prendre en considération parce que ça pourrait être dangereux, genre une falaise pas loin ou donc les contraintes, l'accessibilité au lieu, donc la distance qu'on pourrait observer entre le lieu que vous avez identifié et le bâtiment municipal ou scolaire qui est le plus proche, qui permettra de faire des allers-retours entre le lieu de pratique et un bâtiment où on pourra retrouver des services. L'adaptation possible de ce lieu-là en fonction du loisir qui va être pratiqué est important aussi. La sécurité du lieu, comment on pourra l'assurer. La possibilité d'inclure toutes les clientèles, même celles qui sont à mobilité réduite, va être importante aussi dans le choix du lieu. Est-ce qu'on voudra répartir des formes de loisirs multidisciplinaires avec des zones, une zone de lecture, une zone d'expression de soi, une zone de musique? Est-ce que ça sera possible d'y mettre des installations qui vont être confortables pour les gens qui vont y passer quelques heures dans le fond? On va vouloir considérer aussi les zones de soleil par rapport aux zones d'ombre pour s'assurer qu'on exploite au maximum les espaces de soleil quand il fait chaud ou quand il fait plus froid et les espaces d'ombre pour ne pas orienter, par exemple, une scène
avec le soleil dans le visage des spectateurs. On va vouloir aussi se demander, est-ce que cet espace-là va être utilisable pendant 4 saisons ou non? Est-ce qu'il y aura un abri pour que les gens puissent s'abriter en cas de pluie ou un espace pour ranger les choses à l'abri du vandalisme? Est-ce qu'on aura besoin de réduire autour de soi le bruit, donc les nuisances sonores, les nuisances visuelles? C'est aussi des questions qu'il faudra se poser. Et en terminant, on veut voir aussi, est-ce qu'on aura besoin de créer de l'intérêt? Donc, comment sera fait l'animation du lieu? On va vouloir créer des intérêts spontanément, mais aussi les renouveler au fil du temps pour que les gens continuent de revenir sur ce site-là. Le matériel qui sera requis, est-ce qu'on aura besoin de crayons, de pinceaux pour certains types d'animation, d'un micro, d'électricité pour des spectacles? Donc, il faut penser à ça à l'avance. On voudra aussi voir, est-ce qu'on pense à un aménagement qui va être temporaire ou qui va être permanent? Et dans ce cas-là, quelles seront les normes de sécurité à respecter quand on aménagera notre espace? On pensera aussi aux espaces de rangement qui sont au même niveau que nos activités pour éviter qu'on ait à transporter avec des chariots élévateurs là, du matériel. Et il faudra penser aussi électricité, où est-ce qu'elle est disponible, l'eau, le bloc sanitaire pour que les gens puissent se rendre à la salle de bain, c'est requis. Donc, trouver réponse à toutes ces questions-là à l'avance permet de faire reposer notre projet sur des bonnes bases et de réunir toutes les conditions de succès qui sont requises avant de se lancer dans la première pelletée de terre. Donc, voilà ce que je résumerais, Maë. Merci, Françoise. C'est vrai que parmi les questions à se poser figure une réalité bien québécoise, les 4 saisons. Donc, voici justement une question d'actualité en ce matin du 26 janvier 2023. J'ai une question pour vous. L'hiver bat son plein à l'heure actuelle avec des températures sous zéro. Croyez-vous qu'il soit possible dans ces conditions de développer des aménagements qui favorisent le loisir culturel à l'extérieur? Donc, je vous lis les 4 choix de réponse possibles et je vous invite à choisir l'énoncé qui correspond le plus à votre perception. Numéro 1, impossible. L'hiver, les gens préfèrent la chaleur et les loisirs intérieurs. 2, seulement les journées ensoleillées avec des breuvages chauds et un endroit pour se réchauffer. 3, possible si on garde le monde en mouvement. 4, aucune limite. Les carnavals, ça marche beau temps, mauvais temps après tout. Donc, on diffuse les réponses pour voir, selon vous, où vous vous situez. Excellent. Donc, on n'est pas trop surpris, hein? On est avec des gens de loisirs, donc 3, 4, on s'approche, c'est possible, il n'y a aucune limite. Donc, vous vous doutez bien là, qu'en fait, il n'y a pas de réponse absolue. Tout dépend du projet de base, du lieu où on se trouve, de nos objectifs. Donc, c'était un petit teaser juste pour relever l'importance de penser au plus grand nombre de choses possibles pour bien partir notre projet, en fait. Donc, les 3 fiches que nous allons vous présenter aujourd'hui vous permettront vraiment de laisser déployer votre créativité. Elles sortent des habituelles façons de présenter le loisir culturel. Donc, exposer l'art avec les musées à ciel ouvert, ensuite favoriser l'éveil culturel chez les tout-petits, puis développer des zones de pratique de loisirs culturels libres sont vraiment des thématiques qui vont occuper les prochaines minutes, donc la prochaine heure. Nous vous rappelons aussi où trouver les fiches. Donc, les 5 fiches se trouvent sur les sites Internet de l'Unité régionale de loisirs et sports de la Chaudière-Appalaches et aussi sur le site Internet du réseau des URLS. Donc, à consulter, bien évidemment. Donc, vas-y, Françoise, je te laisse débuter la présentation des fiches en nous parlant des aménagements favorisant la mise en valeur d'éléments artistiques et patrimoniaux. Oui. On se rappelle que les fiches qu'on va vous présenter ont toutes la même
structure ou la même facture. Donc, ça commence toujours par cette fiche est pour vous aussi. Et ça continue avec des aménagements potentiels et des exemples. Donc, le musée à ciel ouvert, cette fiche sera pour vous si vous désirez animer ou embellir votre parc ou votre cour d'école. Et où vous voudriez peut-être aussi créer un espace commémoratif ou historique dans ces lieux-là. Et pour animer ce type d'aménagement, vous aurez besoin de supports médiatiques. Donc, ça peut être des pancartes, ça peut être des projections balado, ça peut être des personnages d'animation. Et ça va servir de médiateur culturel ou de guide pour les participants. Vous aurez besoin aussi d'une programmation d'activités qui va être créative et peut-être indiquer aussi que les médiateurs culturels vont faire le pont entre les œuvres et les éléments d'interprétation et les publics qui vont être visés. Qu'est-ce que ça va permettre, ces aménagements-là? Donc, ça va permettre d'apprécier, merci, alors d'apprécier des œuvres, de développer ses connaissances sur l'art, sur le patrimoine, sur la nature et de participer à des projets créatifs par le biais de la médiation culturelle. Qu'est-ce qu'on veut faire par ça? C'est créer avec des éléments de biodiversité, d'art, de patrimoine, des richesses qui, mises en valeur, vont permettre de piquer la curiosité des gens, d'inciter à la contemplation, de provoquer des réflexions, des interactions et de transformer un simple espace en un véritable musée à ciel ouvert. Et les usagers du parc ou de la cour d'école vont pouvoir être mis à contribution en créant eux-mêmes des œuvres qui vont embellir les espaces et faciliter l'accès à la connaissance là, des visiteurs qui vont aller là. Quelles seraient les pistes d'aménagement qu'on doit considérer pour les musées à ciel ouvert? La première, c'est la signalisation. Il faut penser à la signalisation pour diriger vers les éléments d'intérêt nos visiteurs, et ça, autant à l'intérieur de notre parc ou de notre cour d'école qu'à l'extérieur du parc, là, sur les abords pour les diriger vers le lieu visé. On doit s'assurer aussi que on propose une vue qui va être dégagée sur les éléments d'intérêt. Donc, on va couper les branches d'arbres qui pourraient cacher la vue dans le fond ou les herbes hautes. On va utiliser autant que possible les éléments naturels, l'environnement naturel pour mettre en valeur nos éléments d'intérêt. Ça peut être des arbres, ça peut être des rochers, ça peut être des arbustes, mais on doit veiller à un certain équilibre pour pas que ça attire toute l'attention au détriment de ce qu'on veut attirer comme attention sur l'œuvre. On va choisir entre est-ce qu'on veut un parcours qui va être guidé. Dans ce cas-là, on va diriger les visiteurs vers un élément spécifique ou on veut qu'ils puissent explorer le parc ou l'espace à leur guise. Dans ce cas-là, on les laisse libres de se promener comme ils souhaitent. On va s'assurer que les œuvres artistiques sont protégées des intempéries. Donc, soit qu'on les expose dans des genres de vitrines ou que les œuvres sont faites de matériaux qui résistent à la pluie, au froid, à la chaleur, à la neige, dans le fond. On va devoir décider, est-ce qu'on veut que les gens touchent avec les yeux ou avec les mains? Donc, selon la réponse, on peut, si on ne veut pas que les gens touchent avec les mains, créer des périmètres qui vont empêcher l'accès direct aux œuvres, ou si on veut qu'ils puissent toucher les choses, on peut indiquer par des pancartes, vous pouvez toucher, mettre votre main à la pâte en changeant même l'œuvre qui est visée. Donc, manipuler, interagir avec l'œuvre. Si des éléments font partie d'une collection ou d'une série, il faut penser les lier les uns avec les autres, avec des chemins qui vont être clairement définis, comme un peu l'image qu'on voit là, dans notre image en vert. On peut aussi placer des outils d'interprétation à la disposition des visiteurs. Ça peut être des pancartes, des écrans, des enregistrements audio, des vidéos en ligne et même des animateurs. Mais assurez-vous que le médium que vous allez utiliser dans ce cas-là soit adapté au public cible et au message que vous voulez transmettre. D'autres considérations qui seraient importantes, c'est que dans un musée à ciel ouvert, il faut renouveler l'intérêt des gens. Donc, les panneaux d'information qu'on peut mettre peuvent répondre aux besoins des touristes qui vont s'y présenter, mais les gens qui sont de la place, dans le fond, les visiteurs réguliers, ils vont lire peut-être une seule fois le panneau. Donc, pour susciter un intérêt récurrent, on devra continuellement renouveler notre matériel. Il faudra aussi penser
attribuer des ressources financières et humaines pour l'entretien, la réfection du matériel. Il faudra penser que l'art, sa vie, donc pour déplacer et restaurer des œuvres, on devrait consulter les artistes qui les ont conçues. Il est possible que la position exacte ou la dégradation de l'œuvre fasse partie de celle-ci. Donc, c'est important d'avoir un dialogue avec les artistes. On peut planifier des projets où les citoyens, accompagnés de professionnels, vont contribuer à créer des œuvres, à mettre en valeur le patrimoine du parc ou de l'école. Donc, ça va développer ainsi un sentiment d'appartenance et c'est des projets participatifs là, qui vont enrichir la communauté. On peut demander, comme je le disais tantôt, aux visiteurs d'interagir avec l'œuvre, mais ce n'est pas toujours en la manipulant. Ça peut être en déposant un témoignage, un commentaire, une critique ou même une œuvre complémentaire comme un poème qui pourrait accompagner l'œuvre selon l'inspiration du moment. Il faut s'ajuster, donc regarder comment les utilisateurs vont faire l'usage du parc ou de la cour d'école et s'ajuster en conséquence. Si vous voyez qu'il y a plus d'intérêt dans un secteur que dans un autre ou qu'on a besoin de renouveler un intérêt. Donc, c'est en observant les usagers que vous allez pouvoir trouver le chemin pour proposer des nouvelles choses. Et finalement, un musée, ça a toujours un esthétisme qui est léché. Donc, assurez-vous de soigner l'aspect de votre parc ou de votre cour d'école et de l'embellir par la présentation de nouvelles œuvres. Finalement, on a prévu dans chacune des fiches un schéma d'organisation spatiale. Donc, c'est des suggestions que vous pouvez utiliser, mais qui vont devoir être ajustées en fonction de vos caractéristiques et des espaces verts qui sont les vôtres. Mais je crois que pour illustrer vraiment ce que c'est un musée à ciel ouvert, Maï, tu aurais quelques exemples concrets qui peuvent être présentés aux participants du webinaire et ça leur permettra vraiment d'avoir une idée plus précise de ce que c'est. Oui, en effet, Françoise, on a 3 exemples de projets de musées à ciel ouvert à vous présenter. Le premier exemple mentionné sur la fiche, c'est une installation de photos dans les parcs de 5 municipalités de la vallée du Richelieu. Les photos exposées dans les vitrines proviennent d'un concours de photographie ouvert à l'ensemble du Québec. Donc, les cadres recto-verso permettent de doubler la surface d'affichage. Ils sont étanches et protègent les œuvres des intempéries. D'ailleurs, en date d'aujourd'hui, aucun cas de vandalisme n'a été rapporté. Donc, les sites d'exposition sont reliés aussi par une piste cyclable qui traverse les municipalités participantes et des panneaux ont été installés pour mettre en contexte les œuvres présentées dans les parcs. Le deuxième projet s'est déroulé à la Maison Le Réveil de Longueuil. La façade de l'organisme a servi de canevas pour un projet intergénérationnel de graffiti qui embellit aujourd'hui cet espace extérieur. Dans le cadre de cette activité, c'est l'artiste Corb qui a initié les aînés à l'art du graffiti en présentant différentes techniques comme la gouache, la peinture en bombe aérosol, les crayons feutres. Donc, chaque participant s'est approprié une portion du mur et l'artiste circulait pour prodiguer ses conseils pendant l'activité. Pour le troisième exemple, on se déplace à Saint-Jean-Port-Joli. La fête d'hiver est un événement qui se déroule sur 4 jours et qui a pour mission de mettre en valeur la sculpture sur neige et les talents des sculpteurs d'ici et d'ailleurs, tout en célébrant les plaisirs hivernaux qu'offre la région de Chaudière-Appalaches. C'est ainsi que depuis plus de 25 ans déjà, les artistes sculpteurs professionnels et de la relève des 4 coins du monde sont invités à braver le froid au profit de créations grandioses. C'est à cette occasion que le parc des Trois Bérets se transforme en galerie d'art à ciel ouvert où les œuvres éphémères sont réalisées et exposées. Cette immersion créative propose une multitude d'activités découlant d'une programmation consacrée aux arts et au patrimoine local. Spectacles musicaux, activités familiales, culturelles et sportives, feux d'artifice, ateliers jeunesse, etc. La fête d'hiver s'assure également de rendre la pratique de la sculpture sur neige accessible au grand public lors d'activités où les amateurs et les familles sont invités à réaliser leurs propres œuvres glacées.
Grâce à l'accueil chaleureux de la population de Saint-Jean-Port-Joli, à la qualité des œuvres présentées ainsi qu'à la variété d'activités inscrites à la programmation, la fête d'hiver a su se tailler une place de choix parmi les événements en son genre au Québec. Pour nous en parler davantage, nous avons la chance d'avoir M. François Garon, directeur général de la Corporation des fêtes et événements culturels de Saint-Jean-Port-Joli, qu'on appelle la COFEC. Bonjour, Monsieur Garon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon- bonjour, bonjour. D'autant plus que vous êtes dans les préparatifs de la fête. Je te dirais au moins, depuis ce matin, au moins avec 20 centimètres de plus. C'est bon. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu des particularités justement de votre aménagement? Est-ce que tu pourrais nous décrire à quoi ressemble votre site? Comment avez-vous aménagé le parcours là, de sculpture pour répondre aux différents besoins de la population locale et des visiteurs? Oui, je peux vous parler de ça, mais je voudrais juste rectifier une petite chose, c'est que je Oui, représente en ce moment le conseil d'administration de la Fête d'hiver, qui est une gang de bénévoles qui sont au travail. Moi, je fais partie de l'organisation qui est permanente pour accompagner ces fêtes-là. Donc, j'ai l'autorisation du président et du conseil pour être présent et les représenter aujourd'hui. Voilà. merci. Oui, parce On que l'apprécie. c'est gentil. Ça me fait plaisir. Puis le site, écoutez, c'est un parc aménagé à l'année, accessible à l'année, sur lequel il y a un bâtiment énorme qui sert de vigie c'est un espace culturel qu'on peut le louer où toutes les festivités se passent à l'intérieur et à l'extérieur du site. Mais depuis plus de 25 ans, je ne sais pas exactement, j'ai fouillé dans les archives pour savoir, ça fait 26, 27, 28 ans, pas si clair que ça. La fête d'hiver existe à Saint-Jean-Port-Joli, sur le même lieu, avant même qu'il y ait le bâtiment où il y avait anciennement juste un petit bâtiment. C'est vraiment une mobilisation des citoyens qui ont dit, nous autres, l'hiver, on aime ça, c'est beau sur le bord du fleuve, on fait de quoi? Et le site a toujours été aménagé pour que les gens, quand ils arrivent dans le stationnement, il y ait comme une espèce de forteresse de neige avec une entrée. Puis quand ils arrivent à l'entrée, ils sont invités à faire un parcours tout le long dans le grand parc autour des sculptures qui sont plus du volet international ou provincial, qui sont des plus gros blocs. Et à l'intérieur du parc, au milieu, on retrouve les blocs plus au niveau, alors vous pouvez bien le voir sur la photo, on retrouve les blocs plus familiaux, c'est des plus petits blocs où les gens, les blocs familiaux, on peut dire que c'est les écoles, c'est des élèves des écoles primaires qui viennent avec, ou des familles qui s'inscrivent, ou plusieurs familles aussi qui s'inscrivent pour faire des concours. Puis il y a des plus gros blocs aussi. Dans le fond, il y a 3 sortes de blocs. Des très gros, OK. des moyens, puis des petits. Les moyens, c'est pour la relève de sculpture sur neige qui vient de partout au Québec. Puis Ceux c'est ça. qu'on voit sur l'illustration là, de gauche, par exemple, est-ce que tu considères là, que c'est les C'est moyens ou les gros? c'est les gros. OK, Ceux qu'on parfait. voit vers le bâtiment bleu, là, Oui, oui, c'est les gros. parfait. Oui, c'est impressionnant. Oui, ça vient de partout. Le volet international a été un peu mis de côté depuis la pandémie. Ils n'ont pas encore repris les activités totalement au niveau du volet international. Cette année, encore, ça va être juste au niveau provincial, mais c'est quand même, ça vient de partout au Québec. Fait que Mhm. vraiment, quand tu arrives, il y a un accueil à l'entrée, il y a des espaces aménagés pour les enfants. Pour les familles, il y a des incitations pour se réchauffer, il y a cabane à sucre, il y a des comptoirs pour pouvoir aller chercher du chocolat chaud. Enfin, il y a toutes sortes d'activités qui sont proposées. Donc, quand on rentre sur le site, on a l'impression de rentrer dans, j'appelle ça quasiment le jardin des merveilles hivernales. Là. Tu rentres, là, c'est tout d'un coup, waouh, il y a de l'activité, qu'importe la température. C'est sûr que quand il fait moins 30, on s'entend que le monde rentre dans le bâtiment se réchauffer souvent puis que parce qu'il ne faut pas oublier que pendant les 4 jours, il y a des périmètres de sécurité autour des sculptures parce que les sculptures ont été approuvées avant par croquis, puis c'est Mm. des professionnels qui ont autorisé que ça puisse se faire parce que c'est des constructions qui sont quand même imposantes. Oui. Fait il y a des cordons de sécurité autour, puis les Ben, sculpteurs tout le temps. Là.
Je comprends. C'était un peu ma prochaine question parce que justement, on voit les sculptures impressionnantes. Je me demandais comment vous pouvez assurer la sécurité, l'intégrité de ces œuvres-là avant, pendant, puis même après l'événement, parce que les dommages causés aux œuvres, bon, pourraient être de nature humaine, je pense là, à un acte de vandalisme, même si je ne vois pas pourquoi quelqu'un s'en prendrait à une œuvre comme celle-là, mais je pense aussi aux facteurs météorologiques, dans le fond. Donc, c'est quoi, comment vous, Ça quelles mesures reste, vous mettez de l'avant là, pour les protéger ou qu'elles conservent leur intégrité? OK. Mais tout d'abord, les participants, les sculpteurs, reçoivent une formation avec des mesures de sécurité à observer. Puis les plus grosses sculptures qui ont des formes particulières qui peuvent amener à déséquilibrer le bloc, mais ceux-là sont vraiment toujours avec un cordon de sécurité. Les sculpteurs sont invités à respecter des mesures de sécurité assez strictes parce que si c'est une œuvre éphémère, la température peut influencer la densité de la neige ou la légèreté de la neige. Je pense que j'ai perdu ta question parce que je t'ai. Ben, je me demandais si en termes d'entretien ou de surveillance, Oui, justement, vous aviez établi certaines mesures avant, pendant, puis même après votre événement, parce que j'imagine qu'après les 4 jours, là, les œuvres demeurent quand même sur les lieux, quelques jours ou même quelques semaines, là. avant l'événement, ce sont des blocs qui sont monolithiques, c'est-à-dire qu'ils ne se font pas sculpter, fait qu'il n'y a pas de danger. Pendant l'événement, les sculpteurs sont presque tout le temps sur les lieux pour sculpter parce que c'est long de faire une sculpture sur neige, puis de travailler avec les outils, puis ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Et il y a un gardien de sécurité la nuit qui demeure sur le site parce que les outils restent, il y a des équipements qui restent pour s'assurer qu'il n'y a rien qui se passe, entre guillemets, mais le parc reste toujours ouvert. La population peut venir n'importe quand, à n'importe quelle heure. Et après l'événement, les sculptures sont surveillées une fois par jour pour s'assurer, selon les conditions météorologiques, si ça commence à faire chaud, qu'il n'y a pas des sections qui demeurent plus dangereuses. À ce moment-là, les organisateurs peuvent décider de détruire une sculpture parce qu'elle est trop dangereuse. Parce qu'après l'événement, pendant 2 à 3 semaines, des fois on est chanceux, ça peut durer même un mois, les œuvres restent encore présentes dans le parc et elles attirent énormément de personnes. Et quotidiennement, je peux vous dire, mon bureau il est dans la fenêtre du bâtiment qu'il y a là. Puis je peux vous dire que l'école primaire et les garderies se promènent allègrement dans le parc. Ah, c'est parfait. Ben, en fait, tu m'amènes à rebondir. J'ai entendu école et garderie. Justement, j'aimerais ça parler des différentes clientèles que vous rejoignez depuis maintenant, on peut dire, près de 30 ans. Ah ouais. Je pense notamment aux jeunes. Le volet relève. Peux-tu me parler justement de ce volet-là brièvement? La question que tout le monde se pose, en tout cas, moi je me la pose, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Comment réussissez-vous à mobiliser des jeunes participants à venir sculpter de la neige à moins 20 degrés pendant plusieurs jours? OK, mais c'est un concours qui est provincial, le volet relève, qui s'adresse à des jeunes du secondaire. Et bien souvent, ça prend quelqu'un à l'école, un accompagnateur, un professeur ou un intervenant quelconque qui est, lui, d'abord craqué à motiver des jeunes à leur faire participer à une activité pour se surpasser ou pour mettre de l'avant leur talent. C'est souvent sujet à mobiliser des jeunes qui sont plus dans le besoin pour vivre une expérience de valorisation de soi, fait qu'ils s'inscrivent. Puis ils viennent de partout au Québec, mais c'est un concours, ils peuvent gagner aussi. Fait qu'il y a un petit côté challengeant puis d'aventure dans le projet pour 3, 4 jeunes du secondaire qui accompagnent un prof de la Côte-Nord jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli pendant quelques jours, logés, nourris, accueillis dans un village festif. Fait que c'est pas si difficile que ça de convaincre des jeunes du secondaire s'ils ont une personne qui les mobilise et qui les invite à Oui, participer. c'est une belle expérience enrichissante en soi, là, je comprends. Oui. Est-ce que les jeunes sont nourris, logés?
sur place. Donc, vous prenez en charge là, tous les frais en lien avec l'expérience comme telle. OK, Oui, 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 entièrement. parfait. En fait, je nous amène à voir d'autres belles photos. Est-ce qu'il y a d'autres clientèles qui sont spécifiquement ciblées à part justement les jeunes? Il y avait d'autres volets, je pense. Est-ce qu'il y en a? Oui, oui, ben il y a le volet provincial, là, où c'est un concours national du Québec pour des sculpteurs professionnels pour venir réaliser des œuvres de Saint-Jean-Port-Joli. Fait que ça, c'est des professionnels. On retrouve beaucoup de sculpteurs qui sculptent ailleurs au Québec, qui viennent spécifiquement à Saint-Jean-Port-Joli pour sculpter aussi. On peut les trouver sur les plaines d'Abraham ou à Montréal, dans d'autres concours partout au Québec. Ce ne sont pas des milliers de sculpteurs professionnels sur la glace puis la neige, mais ils viennent à ce concours-là depuis au moins presque 30 ans. C'est bon. Ben, en fait, ça fait le tour pour notre premier entretien. Donc, merci beaucoup, M. Garon. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates de votre événement? Je ne l'ai pas mentionné Ah mon Dieu, encore. c'est vrai, moi aussi, mais je vais te le dire direct là. Moi, j'étais parti, j'aurais parlé plus que 10 minutes. Hein. Merci. C'est sûr. Mais justement, on aura l'occasion. Je suis sûre que les gens, ça les a inspirés aussi au niveau des participants. On vous encourage, premièrement, à vous rendre à Saint-Jean-Port-Joli pour profiter des joies de la fête d'hiver, mais aussi, on se revoit tantôt pour la période d'échange. Donc, je rappelle que vous pourrez poser vos questions à M. Garon là, un petit peu plus tard dans le webinaire. Donc, C'est du 16. notez-les bien. Vous Oui, avez les dates, M. Garon? oui, 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 c'est du 16 au 19 février. Donc, c'est un rendez-vous. On encourage les participants à s'y rendre, puis on vous souhaite les meilleures conditions météo pour l'occasion. Mais vous pouvez deviner qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour nous autres, ça fait notre affaire parce que c'est déjà arrivé qu'on ait des canons à neige pour faire de la neige parce que ça change en ce moment. Oui. Donc, merci. En fait, pour tout de suite, on va regarder la dernière section de la première fiche. En fait, c'est un petit pense-bête. Disons que c'est une liste non exhaustive de quelques points de vigilance à considérer, comme une signalisation, par exemple, suffisante qui permet de situer les éléments d'intérêt dans le parc ou dans la cour d'école, la vue sur les éléments d'intérêt qui est bien dégagée, des aménagements qui guident les visiteurs du parc ou de la cour vers les points de vue d'intérêt. Les aménagements préservent une certaine distance entre les visiteurs et les éléments d'intérêt ou invitent les visiteurs à s'approcher. Le cas échéant, une signalisation explique aux visiteurs comment interagir avec les éléments d'intérêt, lesquels sont protégés des intempéries et du vandalisme. Les éléments d'intérêt d'une même série ou d'une collection sont reliés par des sentiers. Des cartes expliquent aux visiteurs le circuit. Les lieux où sont exposés les éléments d'intérêt ne sont pas surchargés d'autres objets ou d'éléments naturels. Des outils d'interprétation sont disponibles pour aider les visiteurs à saisir la signification des éléments d'intérêt. Ils sont conçus pour évoluer dans le temps. Des bancs, des chaises sont placés devant les éléments d'intérêt pour que les visiteurs puissent les admirer confortablement. Et le musée à ciel ouvert et ses installations sont pleinement accessibles aux personnes à mobilité réduite et le mobilier et le matériel utilisé sont adaptés à leurs besoins. Finalement, l'accès Wi-Fi gratuit est accessible pour alimenter la visite avec du contenu ou des activités en ligne. Donc, nous sommes maintenant rendus à présenter la fiche 4, laquelle concerne l'aménagement de lieux qui favorise l'éveil culturel chez les jeunes. Françoise, je te cède la parole. Oui, merci, Maë. Alors, c'est une fiche très intéressante, cette fiche-là, que vous pouvez utiliser si vous avez un parc ou une cour qui est visitée par des enfants d'âge scolaire ou primaire, que vous souhaitez encourager la pratique libre d'activités artistiques chez les jeunes principalement, et que vous avez des ressources pour installer et entretenir des modules de jeu. Ce qui est intéressant, c'est que pour aménager un tel espace, on a besoin de presque rien.
Donc, c'est un type d'aménagement qui va être visité par les familles avec les jeunes enfants ou par les élèves de l'école. Et spontanément, ces jeunes-là vont s'y amuser de façon relativement autonome. Par contre, pour augmenter la fréquentation, vous pouvez avoir un médiateur culturel qui va offrir des activités ou placer ça près d'un espace de jeu plus traditionnel pour que les enfants puissent aller de l'un à l'autre. Donc, qu'est-ce que ça permettrait, ces aménagements-là? Des activités animées collaboratives de nature artistique comme la musique, le dessin, le coloriage, le théâtre, la danse ou la sculpture. Et je trouve important de mentionner que les activités qui vont être pratiquées pendant l'enfance vont influencer fortement les activités qu'on pratique à l'âge adulte. Donc, c'est le cas pour les activités de nature culturelle. Plus les enfants vont y participer dès leur plus jeune âge, plus ils vont développer une forme de littératie culturelle. Donc, cette littératie-là, c'est un ensemble de connaissances, de codes, de normes qui permettent de comprendre et de profiter pleinement des activités culturelles. Donc, les parcs, les cours d'école peuvent contribuer à l'acquisition de cette littératie. Les modules de jeu, si populaires dans les parcs et les cours d'école, peuvent grandement contribuer à l'éveil culturel des enfants si on les réinvente quelque peu. Les pistes d'aménagement qu'on pourrait utiliser. Donc, on choisit des installations qui vont faire appel à des disciplines artistiques variées. On pourrait mettre en valeur, par exemple, des instruments de musique divers, des dessins qu'on pourrait colorier à la craie, une scène de théâtre miniature avec un coffre d'accessoires que les enfants pourront aller piger des choses dedans, des objets naturels pour faire du land art. On va placer ces installations de jeux artistiques à proximité les unes des autres pour créer des zones d'éveil multidisciplinaires. Et on peut considérer, comme je disais tantôt, les placer près de modules de jeu plus traditionnels pour que les enfants puissent essayer un petit peu de tout. On va positionner nos installations de jeux artistiques de manière à favoriser le jeu de groupe, la collaboration entre les enfants. Par exemple, les instruments de musique pourraient être installés à proximité les uns des autres et ça permet aux enfants d'en jouer ensemble, comme dans un orchestre. On pourrait placer des pancartes dont les consignes sont écrites et illustrées pour permettre aux enfants et aux parents de comprendre comment utiliser les installations. Donc, pour les enfants, une consigne visuelle, genre utilise cette baguette pour faire de la musique, juxtaposée à un texte pour les parents pour les accompagner aussi dans l'activité. On peut, pour aménager une zone de création, de construction de sculptures, prévoir un coffre ou un cabanon ou ranger les matériaux qui vont être à la disposition des enfants. On peut y mettre des objets recyclés, des objets à réutiliser et on est sûr que si on place de tels objets, des pneus, des boîtes de carton, les enfants vont déborder d'imagination pour trouver des façons de les utiliser et ça va rendre tout ça très, très riche. À proximité de notre terrain d'éveil culturel, pensez à installer des bancs, des tables. Comme ça, les bancs pourront accueillir les parents ou les grands-parents qui accompagnent les enfants et les tables pourront servir aux enfants qui souhaitent lire, qui souhaitent dessiner, qui souhaitent colorier. Donc, on en fait vraiment un espace multi. D'autres considérations qui sont inscrites dans la fiche, l'électronique. Il y a des compagnies qui proposent l'installation de modules de jeu avec des composantes électroniques pour stimuler l'éveil culturel. Ça peut sembler intéressant, mais gardez en tête que ces équipements-là sont coûteux et que parfois leur résistance aux conditions hivernales est douteuse. Donc, vérifiez si leur usage va être limité pendant l'hiver, puis informez-vous adéquatement avant de faire l'acquisition de tel matériel. Ombre et lumière, on en a parlé dans toutes les fiches, donc c'est important de prévoir des zones ensoleillées par rapport aux zones d'ombre pour maximiser l'utilisation du site. Les salles de bain avec des jeunes enfants, pour ne pas entendre « j'ai envie de pipi » puis qu'il n'y a pas de solution à leur proposer, on pense qu'ils auront besoin un moment donné de se rendre au bloc sanitaire, donc on rend ce bloc-là disponible et on s'assure qu'il reste propre. Et finalement, accès Wi-Fi,
il y a des activités qui pourraient être bonifiées par un accès à des ressources en ligne. Donc, donner un Wi-Fi gratuit aux utilisateurs du terrain et il pourra avoir des choses qui leur sont proposées, comme trouver des défis à reproduire sur des modules de jeux artistiques et les indications sont faites par Wi-Fi. Dernière présentation de ma part sur le schéma d'organisation spatiale. Alors encore là, c'est quelque chose qui peut vous inspirer à adapter en fonction de vos besoins dans la cour ou le parc que vous voulez aménager et quelles sont vos caractéristiques qui pourront, dans le fond, alimenter votre espace. Tantôt, c'était super riche de voir tous les exemples, d'avoir un échange avec une personne ressource là, qui nous présentait son projet. On fait la même chose, mais tu as de nouveau des nouvelles histoires à nous raconter pour nous inspirer. Parfait, merci Françoise. Oui, on a quelques exemples pour vous. Le premier s'adresse en particulier aux enfants. Donc, la ville de Chambly a récemment travaillé avec des artistes pour concevoir des pochoirs à colorier à la craie pour les enfants. Les pochoirs ont été appliqués à la peinture blanche permanente sur des chemins asphaltés se trouvant dans 5 parcs de la ville. Donc, pour nous en parler davantage de leur terrain d'éveil culturel, j'accueille chaleureusement Myriam Lalumière, qui est agente pôle culturel à la ville de Chambly. Bonjour Myriam. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Merci d'être présente pour nous parler de ton initiative qui a vu le jour dans le contexte particulier de la pandémie. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement justement l'environnement dans lequel s'inscrit le projet? Quel était ton objectif de départ? Oui, c'est ça, en fait, c'est une idée, c'est vraiment au tout début de la pandémie, en fait, là, où du jour au lendemain, on s'est tous retrouvés un peu le bec à l'eau avec une programmation qui ne pouvait pas se tenir à cause des restrictions sanitaires. Et nous, à la ville de Chambly, on avait depuis plusieurs dizaines d'années un symposium de peinture. Donc, on avait quand même, on savait que les artistes là, étaient, dans le cadre de la pandémie, quand même très pénalisés. Donc, on souhaitait pouvoir utiliser une partie du budget qui était initialement prévu pour le symposium pour pouvoir soutenir, en fait, ces artistes-là qui ont l'habitude, en fait, les artistes locaux là, de la ville. Et puis, on a eu cette idée-là, en fait, là, de non seulement de faire deux pierres d'un coup, donc appuyer les artistes, mais également en même temps animer les parcs, ce qui étaient des lieux, en fait, toujours accessibles et essentiels dans le cadre de la pandémie. Super. Est-ce que tu peux me parler un petit peu justement des caractéristiques des pochoirs à colorier? Moi, je n'avais jamais vu ça nécessairement avant là, sous cette facture-là. Est-ce que tu peux nous parler des principales caractéristiques? Ben, en fait, on est vraiment, c'est sorti de notre tête là, en brainstormant, tout simplement, mais on a comme décidé dans le fond là, qu'on trouvait que c'était comme une bonne idée de pouvoir faire des dessins à colorier géants dans les parcs. On a approché les artistes, on a déterminé des paramètres précis, donc des œuvres de 5 par 5 pieds, vraiment qui seraient seulement à colorier, donc seulement du dessin, ce qui nous a permis d'aller chercher quand même un peu plus d'artistes parce qu'il y a des artistes qui ne font pas nécessairement des murales ou de la peinture. Donc, puis en même temps, d'autres artistes que ça l'a déstabilisé parce qu'ils ne faisaient pas ça nécessairement, mais la grande majorité était vraiment motivée là, à faire une proposition. Puis, on a utilisé dans le fond, je suis allée voir mon département des travaux publics. Je leur ai demandé si on pouvait utiliser de la peinture, dans le fond, là, qui était utilisée pour la signalisation dans les rues. Il n'y avait vraiment aucun enjeu par rapport à ça. Donc, différentes étapes, ça a été d'approcher les artistes, leur parler du projet, leur demander après ça de nous faire un premier dessin de ce qu'ils avaient en tête. Mm-hmm. Puis la dernière étape était de dessiner sur le sol dans le parc. Ça a été l'étape qui était la plus déstabilisante. Il y a plusieurs artistes qui étaient comme « mais j'ai jamais fait ça », mais finalement, les résultats étaient toujours très, 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 très beaux. C'était vraiment représentatif de ce qu'ils avaient préparé. On leur donnait une période, là, dans le fond, pour pouvoir dessiner, puis ça s'est vraiment très bien déroulé. C'était plus des appréhensions parce qu'ils n'avaient jamais essayé cette nouvelle technique-là, dans le fond, mais les résultats étaient satisfaisants. Absolument.
Quand tu dis la peinture qui a été utilisée par les travaux publics, est-ce qu'on parle de permanent, semi-permanent? Combien de temps ça peut durer environ un dessin comme ça sur l'asphalte? Ben, selon mon directeur des travaux publics, au moins 5 ans, parce qu'en fait, c'est une peinture qui disparaît à force d'être roulée dessus. Donc, c'est sûr que dans un parc, il y a beaucoup moins de trafic, on s'entend. Donc, il y a vraiment des chances que ça, en tout cas, au moins 5 ans, puis peut-être plus longtemps. Donc, j'habite la ville, je les vois quand je passe dans ces parcs-là, puis ils sont encore très beaux, là, ils sont encore très utilisés. Ces dessins-là. Ouais. Parfait. En fait, on peut dire, oui, que le projet initial a dû être adapté pour les raisons qu'on connaît. Est-ce que vous avez rencontré d'autres défis en cours de route, par exemple? Si oui, comment vous vous êtes adapté à ces défis-là, ces enjeux-là? C'est un projet qui s'est, somme toute, plutôt bien déroulé. Les artistes avaient aussi, veux pas, un agenda quand même assez libéré, ce qui nous a permis de réaliser le projet dans des délais quand même assez courts. C'était somme toute, assez facile là, de réaliser le calendrier. Les enjeux qui étaient vraiment à éviter, il fallait pas qu'il pleuve, donc au niveau de la température. Puis pour la peinture aussi, il y a comme une température à respecter pour qu'elle soit appliquée. C'est une peinture qui sèche quand même assez rapidement s'il fait trop chaud. Donc, ça c'est les enjeux auxquels on a fait face. Ouais. Des technicalités là, en lien avec votre médium. Ouais. Les citoyens, dis-moi comment ils ont abordé justement, est-ce qu'ils étaient à l'aise d'aller dessiner? Est-ce que les enfants étaient enthousiastes? Oui, Comment ça s'est passé? ça c'est comme le plus gros défi auquel on a fait face. Après, on s'est ajusté par la suite parce que, en fait, tout le monde était vraiment enthousiaste quand ils voyaient les artistes préparer les dessins, tout ça. Ils étaient comme, ah, wow, c'est vraiment le fun, on va pouvoir venir dessiner, tout ça. Mais en général, les gens étaient comme intimidés, en fait, face aux œuvres. Ils avaient comme peur de mettre l'eau. C'est trop beau. La main à la pâte pour les dessiner. Donc, on a fait faire des stencils qui disaient colorie-moi pour comme inviter les gens, dans le fond, à colorier les œuvres. Fait qu'on les a rajoutés par la suite près des œuvres. Puis c'est ça. Ça l'a aidé là, après ça à faire en sorte que les dessins ont été utilisés. Là. Mm-hmm. Donc, en fait, justement, on parlait que les œuvres s'adressaient principalement aux enfants. Comment impliquer justement la communauté dans votre projet pour favoriser au final la participation ou l'inclusion de tous les enfants? Ben oui, peut-être que si c'était à refaire, parce que c'est sûr que ça a été un projet qui a été vraiment réalisé dans des courts délais. Là. Vous le saviez, on était tous un peu en stand-by à savoir qu'est-ce qui allait arriver avec la pandémie. Puis finalement, on a comme imaginé le projet en mai pour le mettre en place en juin. Fait que ça a été vraiment réalisé rapidement. Mais j'essaierais peut-être de voir pour faire impliquer peut-être des organismes reconnus pour peut-être soit le proposer dans leurs installations ou d'impliquer peut-être des artistes de certains organismes. Puis sinon, ben, c'est sûr que c'est un projet qui quand même c'est du dessin au sol. Donc, pour les parents, c'est pas l'idéal. Et pour les enfants avec des limitations physiques, c'est pas l'idéal non plus. Donc, il y aurait peut-être quelque chose à réimaginer là-dessus, là, voir si c'est pas un projet qui peut se transporter ou se transposer autrement pour pouvoir être plus utilisable, disons. Parfait, je comprends. Excellent. Ben, merci beaucoup, Myriam. En fait, j'aurais d'autres questions pour toi, mais je vais les garder pour la fin ou je vais les laisser aux participants pour un petit peu plus tard. Donc, nul doute là, que votre projet est vraiment inspirant. Les participants qui sont présents ont possiblement des questions ou des commentaires, donc ils vont pouvoir là, les poser un petit peu plus tard. Alors, on enchaîne avec le deuxième exemple. Dans le parc Julie Hamelin de Montréal, des instruments multiformes et variés sont disponibles en libre utilisation pour initier les enfants aux rudiments de la musique. Ces modules en libre utilisation pour initier les enfants contribuent à la fois à l'éveil culturel et au développement de leur motricité. La proximité des instruments les uns avec les autres permet aux enfants de collaborer pour jouer de la musique ensemble. Elle permet aussi d'essayer plusieurs types d'instruments et de différencier les sons les uns des autres. Les modules sont pensés de manière à être accessibles à tous. Ils attirent autant les enfants que les musiciens expérimentés.
Les modules sont installés dans un parc qui rend hommage à une artiste québécoise des arts du cirque. La culture fait donc partie intégrante de l'identité des lieux. L'emplacement des instruments dans le parc doit faire l'objet d'un examen approfondi. Les installer trop près des résidences risque de nuire au voisinage, on se doute bien. Donc, vérifiez aussi le sens des vents dominants. Ceux-ci portent le son étonnamment loin. Ensuite, la zone d'art recyclé et de land art est un terrain de jeu où les enfants peuvent construire et sculpter leur environnement avec divers matériaux récupérés. C'est un canevas libre où les jeunes expérimentent et créent leur univers ludique tout en se familiarisant avec certains aspects des arts visuels et en développant leur imagination et leur créativité. Cet aménagement permet aux enfants d'entrer dans leur propre monde. Ils inventent et construisent leur environnement en se laissant guider par leur inspiration et celle de ceux avec qui ils collaborent. Ce genre de terrain de jeu développe certaines compétences spatiales chez les enfants et permet de les initier aux arts visuels en 3 dimensions et à des pratiques comme l'art recyclé et le land art. Le matériel mis à la disposition des enfants est hétéroclite. Palettes, pneus, bobiles de fil, morceaux de bois, vous voyez sur les photos. Donc, ce matériel est rangé dans un conteneur placé à même l'enceinte. Le Lab Aventure du Patro de Lévis contient aussi un canoë, un piano, un gros tuyau et une cabane qui peuvent alimenter le jeu des enfants. Des costumes et des accessoires peuvent être mis à disposition pour alimenter le jeu symbolique. Ce type d'aménagement fonctionne bien en jeu libre. Donc, les installations de jeux artistiques peuvent, je vous rappelle un petit peu le pense-bête, les installations de jeux artistiques peuvent faire appel à différentes disciplines. Elles sont placées à proximité des autres zones de jeu. Les installations de jeux artistiques ont été conçues et installées pour favoriser le jeu collectif, la collaboration et la socialisation des enfants. Des illustrations suggèrent aux enfants comment utiliser les installations de jeux artistiques. Les écriteaux indiquent aux parents comment les enfants peuvent utiliser les installations. Il y a du rangement sécuritaire pour le matériel nécessaire aux jeux artistiques à proximité du terrain d'éveil culturel. Le terrain d'éveil culturel est bordé de bancs et de tables. Des zones d'ombre couvrent certains bancs et tables, ainsi que les installations de jeux artistiques pendant les périodes chaudes de la journée. Un bloc sanitaire propre est accessible à proximité. Et pour certaines activités, il y a un accès Wi-Fi que les parents ou les animateurs peuvent utiliser gratuitement. Et finalement, les installations sont pleinement accessibles aux personnes à mobilité réduite et le mobilier et le matériel utilisé sont adaptés à leurs besoins. Donc, dernière fiche à vous présenter maintenant, la 5e qui met en valeur l'aménagement de zones de pratiques culturelles libres. Donc, Françoise, à toi la parole. Merci, Maë. Alors, une autre fiche très intéressante qui sera pour vous si vous souhaitez que les citoyens animent votre parc ou les élèves votre école. Dans ce cas-là, vous devez faire confiance aux utilisateurs qui vont y aller et vous pouvez offrir une surveillance minimale de vos installations pour vous assurer que tout se passe bien. Pour ce type d'aménagement, vous allez avoir besoin, bien sûr, d'usagers qui vont être intéressés à aller pratiquer le loisir culturel dans ces lieux et des installations qui vont être confortables et invitantes. Les aménagements, qu'est-ce qu'ils vont permettre? Alors, toutes sortes d'activités culturelles, de pratiques libres, dans le fond. On veut aller jouer de la musique dans le parc ou dans l'école, dans la cour d'école. On veut aller chanter, danser, lire, dessiner, peindre, photographier, interpréter le patrimoine. Donc, c'est votre créativité qui permet de faire tout ça. Les visiteurs du parc et de l'école vont déborder de talent. Donc, on les laisse animer vos installations. Le design et les aménagements peuvent leur donner la petite poussée qui va être nécessaire pour laisser libre cours à leur talent artistique. Donc, pour ce faire, on veut créer des espaces qui attirent, qui invitent la population à la performance, tout en mettant les usagers en confiance. On va vouloir des aménagements qui permettent aux autres visiteurs du parc de venir écouter les performances de ceux qui font leurs performances. Et on jugeait que c'est une super belle façon de mettre de la vie dans les espaces verts. Donc, les pistes d'aménagement. Pour créer un milieu de vie invitant,
on va installer d'abord un mobilier qui va être diversifié pour s'asseoir, des chaises, des bancs, des hamacs, des poufs. Ça peut être même des branches d'arbres, des chaises longues, des tables, des rochers. Et on va disposer ce mobilier-là pour que les usagers puissent discuter entre eux, avoir des interactions. On peut créer des îlots de discussion de différentes tailles. Et on va s'assurer qu'une partie du mobilier est au soleil, une autre partie du mobilier est à l'ombre. Et nos idées diverses d'aménagement vont différer selon l'activité qui va être choisie. Donc, passons quelques activités et caractéristiques de l'aménagement. Si on pense à la pratique libre de la musique, on peut imaginer intégrer un piano public ou d'autres instruments du genre dans l'aménagement. On s'assure qu'une structure protège les instruments des intempéries et du vandalisme. On peut installer une petite scène qui va permettre d'accueillir et les musiciens et leurs instruments. On peut penser aussi à une prise pour brancher un téléphone ou un lecteur MP3 pour créer dans cet espace restreint-là un lieu où diffuser de la musique. On peut imaginer des éléments du mobilier qui vont être autour des instruments de la scène et il faut que ça puisse permettre autant l'écoute active des musiciens que d'autres activités, donc par exemple la discussion entre amis. Si on pensait à la danse maintenant, ça prendrait une surface de qualité qui va être stable, qui va être nivelée. Les surfaces naturelles sont intéressantes, mais ils ont tendance à être irrégulières. Donc, ça serait mieux pour la danse de privilégier un matériau qui va être synthétique et qui va amortir les chutes en cas de besoin. Pour le dessin, la peinture, la photographie, on pourrait penser mettre au sol des marqueurs pour indiquer aux artistes où poser le regard pour capturer un point de vue enchanteur. Ou on pourrait installer un chevalet permanent qui va inciter les peintres à se poser à un endroit spécifique du parc ou de l'école pour commencer leur dessin. Pour la lecture, c'est différent. On aménage peut-être une mini-bibliothèque en libre service avec un banc. On peut penser vraiment mettre en place des équipements qui vont être confortables pour permettre aux lecteurs de se déposer, de passer un certain temps dans l'espace. On va dresser des équipements divers qui vont favoriser la participation de divers utilisateurs. On peut penser à un abri, soit une tente pour se protéger en cas de pluie ou une sorte d'abri qui peut protéger en cas de grande chaleur. On peut mettre du mobilier de lecture dans un endroit qui va être légèrement isolé pour assurer la tranquillité des lecteurs. Et c'est intéressant de mettre en scène les lecteurs par le mobilier. Ça va créer une ambiance qui va être invitante pour les autres lecteurs. D'autres choses à penser, d'autres considérations, un parc reste un parc. Dans votre parc ou dans votre cour d'école, verdissez le plus possible les espaces qui vont être réservés à la pratique du loisir culturel. Ça va être plus intéressant. Pour les équipements, le mobilier, pensez encore là naturel. Donc, un mobilier d'apparence naturelle va attirer les visiteurs davantage. Et il faut quand même assurer une certaine surveillance, pas nécessairement quelqu'un qui surveille à temps plein le parc, mais quelqu'un qui va faire une ronde minimalement le matin, le soir, pour s'assurer que les équipements et les aménagements sont en bon état, sont propres, sont fonctionnels. Et c'est une personne qui pourrait aussi le matin déverrouiller les équipements qui vont être en libre circulation, installer le matériel, le nettoyer si c'est requis et ranger le soir venu. Maintenant, la zone, les schémas d'organisation spatiale vont vraiment varier. Là, on en a 2 exemples, mais selon l'activité que vous voulez offrir, est-ce que ça sera multidisciplinaire ou unidisciplinaire? Bien, les schémas d'organisation spatiale seront différents avec leurs caractéristiques qui leur sont propres. Vous en avez 2, la musique, la danse, et le deuxième, c'est la peinture, le dessin, la lecture dans des endroits plus retirés. Alors, mais on a de nouveau une personne qui va nous parler de son expérience et d'autres projets concrets qui peuvent inspirer les gens dans cette zone de pratique culturelle libre. Oui, tout à fait, Françoise. Parmi les beaux exemples d'aménagement qui favorisent la pratique culturelle libre, on va se pencher rapidement sur un projet qui a été réalisé à Sainte-Adèle. Je vous dévoilerai aussi d'autres exemples en provenance de Montréal et de la région de Lanaudière. Mais tout d'abord,
Commençons avec un projet qui pourrait sembler familier pour certains d'entre vous, mais qui nous réserve des surprises. Je parle du piano public du Vieux-Quai de Sept-Îles. Et pour ce faire, j'accueille notre troisième invitée, Madame Pascale Malenfant, qui est agente culturelle au service des loisirs et de la culture de la ville de Sept-Îles. Bonjour Pascale. Bonjour. Franchement, on peut dire que la ville de Sept-Îles a su donner une touche brillante à son installation de piano public. Situé au beau milieu du parc du Vieux-Quai, ce piano jaune anime les espaces de plein air offerts aux citoyens. Le piano est disponible en libre service. Donc, comme sur la photo, on voit que le piano est posé dans un conteneur, une structure en aluminium. Peux-tu nous décrire un peu justement cette structure? C'est quoi ses particularités? En fait, le parc du Vieux-Quai, comme on voit sur la photo, il est à proximité, nous, on dit de la mer, là, on dit cet hôtel-ci, c'est la baie de Sept-Îles. C'est de l'eau salée qu'on a ici. Donc, il est aux intempéries, il est face aux embruns salins. On cherchait une façon de l'installer qui puisse être accessible, qui ne dérange pas les autres activités, là. Le parc du Vieux-Quai, c'est vraiment une installation qui est très animé l'été. Il est jaune parce qu'à proximité de ce lieu-là, dans le même parc, il y a une tente jaune où on a des spectacles en soirée qui sont offerts à la population. On ne voulait pas que le piano entre en interférence avec les spectacles qui sont présentés ou couper l'accès au piano parce qu'il y a un spectacle, mais on a fait le petit rappel jaune. Alors, le moyen qu'on a trouvé pour installer notre piano, c'est de faire une remorque. Donc, la structure qu'on voit présentement, ça ne paraît pas, mais c'est une remorque sur roue. Puis, il y a une boîte en aluminium. Tu sais, ce qu'on voit, là, les côtés, c'est vraiment les portes. C'est un coffre en aluminium qui est sur la remorque. Et quand on relève les côtés, donc tout ce qu'on voit, la frise autour, les marches, le devant de scène là, avec les notes de musique, ça se relève vraiment pour attacher à un véhicule et pouvoir ranger le piano en hiver, l'enlever de là pour le mettre à l'abri d'hiver, pour ne pas le laisser à -20, -30, puis pour s'assurer qu'il soit à l'abri des intempéries. Aussi, le coffre nous permet de protéger le piano. Donc, nous, on a des surveillants qui travaillent dans ce secteur-là. Donc, matin, le parc est ouvert, si je ne me trompe pas, là, de 7 heures le matin à 22 ou 23 heures le soir. Donc, le matin, dans leur première ronde, quand il fait beau, quand il pleut à verse, on n'ouvre pas le piano. Donc, quand il fait beau, les surveillants passent, ils ouvrent le coffre et là, le piano est en libre service et il est refermé pour la nuit. Donc, on s'assure de cette façon-là que le piano ne sera pas abîmé par les intempéries ou malheureusement vandalisé, ce qui pourrait arriver aussi. Génial, il est très beau de façon esthétique. Est-ce que vous avez eu de l'aide justement là, pour financer ce projet-là? C'est sûr que nous, en fait, le piano, c'est un don qu'on a eu, là, OK. c'est des pianos que l'école de musique ici allait se départir, donc on a récupéré c'est 2 ou 3 pianos. Là, quand on sait que les pianos publics à l'extérieur, ils n'ont pas des durées de vie, malheureusement, qui sont très longues, mais on a des backups. Là, on va pouvoir remettre un autre piano si jamais celui-là serait endommagé, mais quand même, il tient le coup. Puis, toute l'installation, l'aménagement, tout ça, c'est sûr qu'on a été capable d'utiliser les sommes qui étaient disponibles dans notre entente de développement culturel. On a fait affaire à des artisans locaux là, pour la création de la remorque. C'est vraiment du sur-mesure. Puis, c'est un petit clin d'œil aussi parce que la remorque est en aluminium, donc elle ne rouillera pas. Et un des partenaires de notre entente de développement culturel, c'est une aluminerie. Donc, on trouvait, puis on la voit de l'autre côté. On trouvait vraiment que c'était un beau clin d'œil à faire à notre partenaire. Tout à fait. On voit justement la tente jaune dont tu nous parlais précédemment. Donc, quelles sont les autres activités ou les services complémentaires sur le site à proximité du piano public? On a parlé de spectacles, on voit des images. Je te laisse nous en parler. En fait, au départ de tout ça, le site existe depuis toujours, là. C'est l'endroit où
tant la population que les touristes. L'été, on va prendre une marche le long de la baie, on va voir s'il y a des baleines, on va manger une crème glacée. On arrête sous la tente jaune voir un spectacle. On a quand même 3, 4, 5 soirs de spectacle tout l'été gratuitement offerts à la population par des artistes généralement locaux, là, de quelques exceptions près. On a aussi sur l'autre photo de droite, on voit, c'est des supports à hamac en libre service qui sont à proximité du piano, mais pas trop. T'sais, on va entendre un peu, mais pas trop. Le piano, il est près d'une fontaine, il y a des parcs, il y a des, il y a des bancs, il y a des tables de pique-nique qui sont tout près pour pouvoir écouter les gens. Il est face aussi à une résidence pour personnes âgées. Fait que ça l'a amené une clientèle qu'on ne croyait pas, mais vraiment, là, le matin, on a vraiment accès à des belles choses là, qui se passent autour de ce piano-là. Et Mhm. les supports à hamac, ben, les gens sont invités à apporter leur hamac pour pouvoir profiter de cette structure-là. C'est tout près du parc pour enfants. Donc, dans le parc pour enfants, il y a des balançoires, il y a des glissades, il y a des bacs de jouets en libre service. Donc, les parents peuvent s'installer pour relaxer, surveiller leur enfant, lire un livre, qui d'ailleurs, on va installer là, à l'été une station, une bibliothèque libre-service qu'on a aussi travaillé avec une artiste locale pour installer. Là, on ne l'avait pas installé encore là, à cause de la pandémie, bien sûr. On ne voulait pas que les gens manipulent trop les objets. On cherchait une façon aussi d'avoir une bibliothèque au Vieux-Quai avec des livres qui soient à l'abri des intempéries. Et la solution, l'idée qu'on a eue, en fait, on a récupéré un vieux frigo. Donc, c'est étanche, un frigo, c'est imperméable. Donc, on a récupéré un vieux frigo, on l'a fait sécuriser, là, on a fait enlever les gaz à l'intérieur, tout, et on l'a fait peindre par une artiste d'ici avec des dessins, des images qui vont rappeler, là, qui sont un peu ludiques, puis qui rappellent, bon, ben, les mammifères marins, la baie autour, tout ça. C'est génial. Je constate que vous avez vraiment plusieurs activités et services en libre service pour la population. Donc, en termes de surveillance et d'entretien, qu'est-ce que ça implique justement pour la municipalité? Bien, comme je disais au début, on a des surveillants qui travaillent sur ce site-là. Là. C'est quand même Mhm. il y a près de 4 kilomètres de promenade. Là, ça fait que c'est ça que ça prend des gens pour ne serait-ce que l'entretien des toilettes, l'entretien des poubelles, tout ça, s'assurer, dans les gazons, on a l'équipe des parcs et espaces verts aussi. Tu sais, c'est très aménagé. J'entendais tantôt les zones d'ombre. Bon, nous, notre végétation en bord de baie comme ça n'a pas encore assez prospéré pour faire beaucoup d'ombre. Par contre, on a la tente jaune là, qui nous aide de ce côté-là. Mais dans leur routine, c'est sûr que les employés vont s'assurer que, bon, il n'y a pas de quoi de briser sur le piano. Bien sûr, en extérieur, ça prend un accord de piano qui est plus fréquent. On n'a pas le choix là, d'avoir quelqu'un qui s'en occupe peut-être c'est plus d'une fois par saison. Dans les tâches là, des surveillants, bon, ben, ouvrir les bacs à jouets, ramasser les jouets en fin de journée, tout ça, c'est quand même, c'est quand même pas si pire. C'est un travail, là, mais ça s'inclut bien dans la routine. Et dernière question pour toi, Pascal. Qui vient s'asseoir au piano? Selon les moments de la journée, la clientèle, est-ce qu'elle est différente? Ben, elle est très variée. C'est ce Hmm. qu'on remarque. Là, l'image qu'on voit, c'est lors de notre lancement, quand on a fait l'ouverture. En plus, on venait de traverser une année sans spectacle. On allait lancer une année avec des spectacles différemment parce que notre agora, notre tente jaune était considéré comme un endroit fermé. On ne pouvait pas s'en servir pendant la deuxième année de pandémie. Donc, quand on a lancé le piano, le jeune homme qui nous a aidés, en fait, c'était le gagnant de Cégep en spectacle de l'année qui avait gagné au piano. Ça fait que l'on se disait, ben waouh, on a cette ressource dans notre région. Donc, on a montré aux gens que c'était un instrument de qualité qui pouvait faire de très belles choses. Et là, tout dépendant de l'heure de la journée, on a différents types de personnes qui l'utilisent. Le matin, très tôt, c'est soit des jeunes familles, alors des enfants très jeunes ou des personnes âgées de la résidence de l'autre côté de la rue. Donc, des gens qui ont joué du piano plus jeunes, qui viennent, qui sont contents. Donc, grand-maman qui vient avec ses petits-enfants aussi jouer au piano. Ça, c'est vraiment là, superbe, c'est vraiment le fun à voir. Et dans l'après-midi, ben là, c'est plus une clientèle ado, plus jeune adulte. Et en soirée, ben là, ça revient, là, monsieur, madame, tout le monde, les familles, tout ça. Ça fait
dépendamment, au cours de la journée, là, c'est vraiment différent. Super, très intéressant. Merci Pascal de nous avoir présenté votre zone de pratique culturelle libre. C'est vraiment apprécié. Donc, chers participants, retenez ou notez vos questions et commentaires pour Pascal. Nous prendrons le temps d'y répondre un peu plus tard. Alors, l'exemple suivant nous amène à Sainte-Adèle. En 2017, 2 conteneurs ont été convertis en bibliothèque mobile. L'un des conteneurs était dédié aux enfants et proposait un espace jeunesse avec du mobilier adapté à leur taille. L'autre conteneur s'adressait davantage aux visiteurs d'âge adulte. Les gens pouvaient y emprunter des livres et autres supports médiatiques et s'y installer pour lire. Les 2 conteneurs ont été placés dans le parc Claude-Henri Grignon dans le cadre de l'événement Les quartiers littéraires réalisé en 2017. Pour accommoder un maximum de visiteurs, des chaises, tables à pique-nique, tentes, poufs et autres mobiliers amovibles étaient mis à la disposition des lecteurs. Quelques activités organisées ont animé les lieux par moments, tels que des jeux interactifs pour les enfants, des activités de familiarisation aux livres numériques pour les aînés. Une tente est installée à proximité des conteneurs pour protéger les lecteurs du soleil. Les sièges pouvaient être déplacés à leur guise et selon les besoins de la journée. Voici un aménagement qui comprend 2 micro-bibliothèques et une œuvre d'art. Donc, à votre gauche, il est situé au parc du centenaire de Parc Extension à Montréal, Terre en vue, et le nom de la sculpture colorée et ludique mettant en scène un ours polaire. En symbolisant les livres, faisant comme des bouées de sauvetage, cette œuvre exprime l'urgence de lire. Deuxième exemple, l'arbre au bonheur de Sainte-Brigitte d'Iberville apparaît comme un coin de lecture prenant la forme d'une petite scène sous un arbre. Donc, ce projet a été réalisé grâce à des dons, à l'implication de citoyens bénévoles ainsi que la contribution d'un artiste local. Donc, l'aménagement minimaliste mais charmant permet de s'y poser pour la lecture ou simplement rêvasser. Ici, des chevalets en libre service pour les amateurs de peinture. En terminant, ne pas négliger le mobilier pour s'asseoir, on vous rappelle, qui doit être varié, confortable pour une utilisation prolongée, permet à des groupes de diverses tailles de s'asseoir, de discuter entre eux, propose des zones d'ombre et de soleil. Pour la musique, les instruments sont accessibles facilement, sont protégés contre les intempéries, le vol, le vandalisme. On a du mobilier pour s'asseoir et est disposé à côté des instruments ou de la scène. En ce qui a trait à la danse, la surface au sol choisie est stable et nivelée. Les équipements permettent de brancher un téléphone ou un lecteur MP3 pour faire jouer de la musique ou une prise électrique est disponible. Pour la peinture, le dessin et la photo, des marqueurs au sol ou du mobilier proposent aux peintres, aux dessinateurs ou aux photographes des endroits où s'installer pour capturer un élément d'intérêt. Pour la lecture, le mobilier pour s'asseoir est légèrement en retrait dans le parc ou dans la cour d'école pour plus de tranquillité. Le mobilier met en scène les lecteurs pour créer une ambiance invitante. Des équipements permettent la circulation de livres et autres écrits en libre service. Et finalement, une partie du mobilier est à l'abri du vent et de la pluie. Alors, c'est maintenant le moment du tour de table, le moment de notre échange avec nos 3 invités que vous avez découverts, nos 3 personnes ressources. Donc, chers participants, j'espère que vous avez apprécié les présentations et que tous ces exemples vous inspirent pour vos propres milieux. Donc, possiblement que les propos de nos invités ont suscité des questionnements. Avez-vous des questions pour nos invités? C'est le moment de les poser. Voyez-vous des opportunités pour vos milieux, des enjeux à prendre en compte? Donc, faites-nous en part en écrivant dans la section clavardage. Jocelyn va prendre vos questions et va les adresser là, à l'un des 3 invités ou aux 3. On ne sera pas bien long. J'attends les premières questions rentrent, Maï. Si vous avez une question pour M. Garon, je vous invite à la poser immédiatement. Est-ce qu'il a une autre rencontre tout de suite après celle-ci? Il devra quitter bientôt.
Donc, on aura peut-être le temps de lui poser une question si vous les écrivez dans le clavardage maintenant. Maï, veux-tu y aller avec une de tes questions, puis Oui, j'en ensuite ai on ira avec le public? plusieurs. Bien sûr, en fait, j'ai pas eu le temps d'aborder tout à l'heure avec nos invités. Ça serait quoi vos recommandations pour quelqu'un, soit du milieu municipal ou du milieu scolaire, qui voudrait faire un projet similaire au vôtre ou qui voudrait s'en inspirer? Avez-vous des recommandations à offrir aux participants? On peut peut-être commencer, dans le fond, dans l'ordre d'apparition avec M. Garon, justement. Écoute, moi, la première recommandation, c'est d'avoir des personnes qui sont passionnées et passionnantes, qui prennent le temps d'observer leur communauté puis de déterminer c'est quoi le besoin que la communauté a. Qu'est-ce qui serait signifiant pour la communauté? Est-ce que c'est de faire un festival pour attirer du monde ou c'est pour faire quelque chose pour que les gens se relient entre eux autres, pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils sortent de l'isolement? Est-ce que c'est uniquement pour les enfants? C'est de se poser vraiment les bonnes questions. C'est quoi l'intention première? Parce qu'on peut avoir des idées merveilleuses de faire toutes sortes, plein de choses qui pourraient être merveilleuses, fantastiques, mais est-ce que ça répond à un besoin? Et c'est ça, moi, ma recommandation. C'est quel besoin qu'on veut répondre dans la communauté. Parfait. Voilà. Merci. On enchaînerait avec Pascal. En fait, c'est ce que j'allais dire aussi, comme ça, c'est le fun de faire une belle activité, mais il faut s'assurer que oui, ça répond à un besoin et assurez-vous d'avoir l'appui aussi de vos équipes. Impliquer le plus de monde possible. Plus les gens sont impliqués, plus les gens autour vont être intéressés. Donc, oui, les gens au loisir, à la culture, mais les gens au parc et espace vert, il ne faut pas que l'installation que vous allez, l'activité ou le truc que vous allez installer soit une corvée pour eux à contourner dans l'entretien. Consultez vos équipes. Les travaux publics, les espaces verts, là, c'est vraiment des gens à avoir avec vous. Assurez-vous d'avoir l'appui de vos élus là-dedans, puis tout va fonctionner. Merci. Myriam, voulais-tu rajouter quelque chose? Ben, ça ressemble beaucoup vraiment à ce qui a déjà été dit, là, de bien identifier en fait les besoins. Là, excusez-moi, je reçois un appel en même temps. D'identifier les besoins là, en amont avant de réaliser le projet, puis effectivement de consulter son équipe. Moi, c'est un projet qui a été réalisé quand même assez rapidement, mais à refaire, j'aurais peut-être demandé plus la collaboration de mon équipe au parc pour bien identifier les différents parcs, dans le fond, à utiliser. Là. Donc, voilà. Merci. J'ai reçu une question de quelqu'un, Maï, ce qui m'indique que la présentation de nos présentateurs et présentatrices était extrêmement claire, en fait, c'est ce que ça me dit. Juste faire un petit lien, j'ai Jessie qui demande à Madame Malenfant comment s'appellent les structures rondes, où est-ce qu'on peut mettre des hamacs qu'on a vus, puis on aimerait ça savoir où est-ce qu'on s'est procuré ça, si on a l'information en main. Je vais vérifier avec ma collègue qui est technicienne en loisirs, qui s'occupe du secteur. Je pourrais revenir avec l'information, mais peut-être, madame, je pourrais l'envoyer soit à Annie, puis on pourra le faire suivre aux participants, ou sinon, peut-être communiquer avec moi directement, là, puis en début de semaine, c'est sûr, on va aller se mettre à l'abri de la tempête. En début de semaine, c'est sûr qu'on aura les réponses. Parfait. Merci pour votre intérêt pour les questions à nos participants. En fait, ça nous amène maintenant à la conclusion. Donc, Françoise, pourrais-tu nous dire en quelques mots, nous indiquer ce que tu retiens de ce deuxième webinaire sur le loisir culturel? Oui, bien sûr. Alors, les quelques mots que je dirais, c'est que le dossier de l'aménagement d'espace culturel est vraiment, il peut bel et bien démarrer parce qu'on a des outils, on a des exemples qui sont vraiment inspirants et on peut même réécouter les webinaires en rediffusion pour se remettre dans le bain quand vient le temps de préparer notre projet. Il y a même des gens, des personnes ressources avec lesquelles on peut discuter pour aller raffiner là, notre compréhension de leur projet, puis voir qu'est-ce qui pourrait être adapté chez nous. Je termine avec 2 éléments. N'oubliez pas le réseau des URLS les unités régionales de loisirs et de sport, il y en a dans chacune des régions qui peuvent, c'est vraiment la force du réseau, qui peuvent vous accompagner dans ce dossier-là.
Et les unités régionales de loisirs et de sport se sont dotées d'un positionnement stratégique dans le cadre de réenchanter la cour d'école au niveau secondaire. Donc, ça aussi, cet élément-là, il y a des guides, ça concerne le niveau primaire et secondaire, les guides, il y a des fiches, il y en a 5 fiches comme pour le loisir culturel, il y a 3 webinaires qui ont été mis de l'avant et dans le fond, le loisir culturel peut très bien s'insérer dans ce projet-là de réenchanter la cour d'école et ce que vous allez amener, c'est quelque chose qui va vraiment rehausser, dans le fond, le projet en y ajoutant des idées de loisirs culturels, des projets d'aménagement de loisirs culturels. Donc, le maillage avec le réseau des unités régionales de loisirs et de sport est un maillage très intéressant à exploiter. C'est ce que je dirais pour les mots-clés de la journée. Parfait, merci. Merci Françoise. Je vais rappeler aux gens, dans le fond, où on peut trouver les fiches dont on parle depuis 2 webinaires. Vous pouvez trouver les 5 fiches et les 2 webinaires qui sont associés sur le site de l'URLS de la Chaudière-Appalaches. Donc, vous voyez les coordonnées à l'écran. On rappelle que l'organisme accompagne les organisations de la Chaudière-Appalaches dans le déploiement de leur offre en loisirs culturels. Alors, pour toute question supplémentaire concernant ce dossier, n'hésitez pas à joindre Mme Angie Letourneau. Les 5 fiches pour des aménagements en faveur du loisir culturel se trouvent aussi sur le site général du réseau des URLS. Donc, vous avez accès là, à une boîte à outils gratuite et complète. Vous voyez les 3 fiches dont on a parlé ce matin. Je rappelle aussi que les 2 guides développés pour aménager les cours d'école primaires peuvent également vous être d'un précieux secours. Vous pouvez les trouver sur le site du ministère de l'Éducation et sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, en terminant, remercions chaleureusement les écoles et les municipalités participantes qui ont contribué à l'élaboration des fiches. Merci aux personnes qui se sont impliquées aussi dans le comité d'experts des fiches. Donc, s'il vous plaît, avant de quitter, prenez quelques secondes, indiquez-nous votre appréciation immédiate du webinaire, de ce 2e webinaire, en laissant un petit mot dans le chat, dans l'espace de clavardage. Mais également, prenez quelques instants pour compléter le questionnaire que vous allez recevoir sous peu. Donc, merci de votre attention ce matin, en espérant avoir mis de la couleur dans votre journée. C'est donc au nom de tous les partenaires impliqués dans la production de ce webinaire que je vous remercie de votre présence. Merci encore à nos 3 invités. Je vous invite à maintenir actif votre intérêt pour le loisir culturel et à vous approprier les outils mis à votre disposition pour aller plus loin. Françoise, Jocelyn, merci de votre soutien. Bonne journée à tous et à la prochaine.